c'est pas la peine d'amener la blouse. On sera normalement en salle de chimie, mais c'est pas vous qui manipulerez. Ah, ce sera moi. Voilà. Ah si, j'aurais besoin de l'avoir. Donc on poursuit le cours. Donc, ah, pardon, j'allais oublier. La planche d'exercice sur le chapitre. Donc, on avait fini les ions. J'étais en train de me demander si on avait fait une application, donc un exercice sur les ions. Alors, il me semble avoir commencé à donner l'idée du paragraphe sur les molécules, mais je me souviens plus si on a fait une application ou pas. Ouais, sur les ions. D'accord, très bien. Merci. Bon, donc, paragraphe grand 5 ou paragraphe 6, les molécules? 5, merci. Là. Alors, je vous rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait fini la structure électronique, donc voir comment étaient répartis les électrons autour du noyau sur les atomes. Mais en ayant en tête que dans la nature des atomes, il y en a excessivement peu. Dans la nature, vous avez soit des molécules, soit des ions. Et donc la question qui se posait, c'est finalement, si j'ai des atomes, pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à faire des ions? Pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à faire des molécules? Et donc ça, c'est notre petit paragraphe sur la règle de l'octet, dont je vous rappelle que c'est une règle qui est expérimentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de démontrer mathématiquement cette règle de l'octet, qui consiste à dire que les atomes vont réagir entre eux pour avoir une couche périphérique complète. Je vous l'ai dit, parce que, enfin, je vous l'ai dit il y a 15 jours, on sait pourquoi les électrons vont deux par deux, malgré la répulsion électrique. C'est une histoire d'économie d'énergie. Par contre, on ne sait pas pourquoi il en faut 8 et pas 6 ou pas 10. Bref, c'est encore tout un tas de recherches qui sont en cours et qui sont très très loin d'être finies. Donc l'idée c'est ça, 8 électrons. Première méthode, on l'a vu, les ions, c'est-à-dire que les atomes qui n'ont pas 8 électrons sur leur couche périphérique vont chercher à gagner des électrons. Et puis certains vont chercher à en perdre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que pour gagner des électrons, il faut avoir suffisamment d'énergie pour piquer des électrons à d'autres atomes. Et cette énergie, on a remarqué qu'elle ne permettait pas de récupérer plus de 3 électrons. Donc un atome, selon ses besoins, peut gagner 1, 2 ou 3 électrons, mais c'est tout. Remettez votre masque jusqu'au bout, mademoiselle, même si vous avez très chaud. On a rarement chaud par le nez. Donc, on peut gagner de 1 à 3 électrons. Et puis après, derrière, vous avez d'autres atomes qui, justement, ne pouvant pas obéir à la règle de l'octet en gagnant des électrons, eux vont chercher à en perdre. Et même chose, un atome peut perdre de 1 à 3 électrons, pas plus. Et donc ça faisait nos ions. Et la question qui se posait pour les molécules, ben c'est pour ceux qui sont dans le cas intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ont 4 électrons? Le représentant le plus classique, c'est l'atome de carbone, avec son nombre d'électrons qui est égal à Z, c'est-à-dire 6. Et on a vu que 6 électrons, ça veut dire les deux premiers sous la couche K sous forme d'un doublet, et puis les 4 suivants sur la couche L, c'est-à-dire que les 4 suivants sont 4 électrons célibataires. S'il gagne 3 électrons, ça en fait 7, ça ne suffit pas.
S'il se laisse piquer 3 électrons, il en reste 1, ça ne suffit pas non plus. Donc, lui n'a pas la possibilité de former un ion. Donc, il va faire partie de ce qu'on appelle les molécules. L'atome de carbone, c'est le plus important pour nous. Toutes les molécules biologiques, donc toutes celles qui nous servent à fonctionner, c'est-à-dire celles qu'on mange, mais celles que vous fabriquez quand vous pensez à quelque chose, celles que vous utilisez quand vous êtes en train de... Enfin, quand nous sommes en train de marcher ou, si je repense à votre camarade, faire de l'exercice physique ou de la marche rapide, tout ça, c'est basé sur le carbone. Il n'y a pas un truc que vous faites dans la journée, si, la respiration. Quand on respire, c'est de l'oxygène. Enfin, c'est l'oxygène qu'on utilise. Mais en dehors de la respiration, tout le reste, c'est basé sur l'atome de carbone. Et donc, l'atome de carbone, lui, il a besoin de 4 électrons supplémentaires. Et donc, il va faire, dans un premier temps, la même chose que pour les ions. C'est-à-dire, vous vous rappelez, j'ai un atome, il veut récupérer un électron. Donc, ce qu'il fait, c'est que, en se déplaçant, il rentre en contact avec un autre atome. Et au moment de ce contact, il lui pique 1, 2 ou 3 électrons en fonction de ses besoins et de ce que l'autre est capable de donner. Mais vraiment, il faut qu'il y ait un contact physique. Et le carbone va faire pareil. Sauf qu'il ne va pas être capable d'arracher des électrons parce qu'il n'a pas assez de force pour ça. Il a besoin de trop d'électrons. Traditionnellement, j'utilise l'atome d'hydrogène parce que c'est le plus facile. Un nombre d'électrons qui est égal à 1, donc que je représente sous cette forme-là. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on en met toujours 2. On en met toujours 2, pourquoi? Parce qu'en dehors de l'hydrogène, tous les autres, ils ont 2 électrons sur leur couche périphérique. Lui, c'est le seul qui en a qu'un, mais quelque part, c'est normal, il n'a qu'un seul électron au total. Donc, c'est vraiment le cas particulier. Cet atome d'hydrogène-là, c'est vraiment spécial. Lui, il est capable de tout faire. Il peut gagner un électron, ce qui est normal, puisque sa couche périphérique, pour compléter, il doit y en avoir 2. Il peut perdre cet électron. Auquel cas, il n'y a plus de problème avec la règle de l'octet, il n'y a plus d'électrons. Et puis, on va voir, il peut faire aussi des molécules. C'est vraiment un atome très particulier. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu vendredi, pendant la séance de TP. Alors, je reviens sur mon idée. Il faut qu'il y ait un contact entre les atomes pour qu'il y ait des échanges d'électrons liés à la règle de l'octet. Ça veut dire que tant que l'atome il est dans son flacon et il est tout seul, il ne se passe rien. Là, il faut bien voir que l'idée c'est j'ai un flacon avec de l'hydrogène, j'ai un flacon avec du carbone, je mets l'hydrogène dans le flacon de carbone. À ce moment-là, j'ai mes atomes qui sont tous les deux présents dans le même flacon. Il va y avoir des mouvements. Au cours d'un mouvement, j'ai un atome de carbone qui va venir taper sur l'atome d'hydrogène. Et qui va venir taper ici, à côté de son électron. Avec l'idée de faire comme pour un ion, c'est-à-dire de taper, récupérer l'électron et s'en aller. Et c'est là que ça va bloquer. Il va arriver, l'atome de carbone, il va se mettre à côté de l'hydrogène. Ça va me faire quelque chose comme ceci. Il se met à côté de l'atome d'hydrogène. Il met son électron célibataire à côté de celui de l'atome d'hydrogène. Et par contre, il ne peut pas repartir avec l'électron. Et donc, quand il part avec l'atome d'hydrogène complet. C'est-à-dire que les deux atomes ici, étant de force moyenne et à peu près équivalente, aucun ne peut prendre un électron à l'autre. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre cet électron en commun. Chacun va apporter un électron célibataire, ça va me faire un doublet, et ce doublet va rester dans les couches périphériques des deux atomes. On va parler de liaison covalente. Liaison parce que maintenant, ils sont reliés l'un à l'autre. Et covalente, c'est un ancien terme qui veut dire liaison à un endroit où il manque un électron. Oui. Oui. Du coup, c'est l'hydrogène qui va tourner autour du carbone parce que l'hydrogène, c'est le plus petit. Et qu'il a un petit point d'attache. Arrivé ici, l'atome d'hydrogène est content. Parce que lui, il a un double électronique sur sa couche périphérique. Pour lui, la règle de l'octet, c'est bon. L'atome de carbone n'est pas encore satisfait. Mais un peu plus que tout à l'heure. Parce que maintenant, il lui manque plus que 3 électrons. Et donc, pour que l'atome de carbone soit complètement satisfait, ce bricolage, il va avoir besoin de le faire 4 fois. C'est-à-dire que dans mon mélange de carbone-hydrogène, il va devoir aller à la rencontre d'un deuxième atome d'hydrogène
pour faire une deuxième liaison d'un troisième atome d'hydrogène et enfin d'un quatrième atome d'hydrogène. Mais toujours avec cette idée, n'oubliez pas, j'ai mélangé un flacon de carbone et d'hydrogène. Donc c'est pour ça que j'ai une réaction entre mon carbone et mon hydrogène. Tant que le carbone n'est pas complet, il va réagir avec les hydrogènes qui sont autour de lui, de manière à arriver à une couche périphérique complète, ce qui est le cas, puisque maintenant il y a bien 4 doublés électroniques sur sa couche périphérique. La règle de l'octet est obéie. Est-ce que c'est clair sur cette idée? Ça, c'était une molécule que vous avez vue au collège, en tout cas, tous ceux d'entre vous qui ont ce qu'on appelle le gaz de Ville. C'est une molécule que vous utilisez tous les jours dans les cuisinières, c'est ce qu'on appelle du méthane. Et pour revenir sur des choses que la plupart d'entre vous, vous avez vues au collège, ça, en chimie, on l'appelle CH4. Peut-être un symbole que vous avez déjà vu. Ça vous dit quelque chose, le méthane ou CH4? Oui. Voilà. C'est vraiment une molécule qui est très classique. Dans tous les puits de pétrole, vous avez du méthane en excédent. Est-ce que c'est clair sur l'idée? Des questions? Non? Alors, allons-y. Définition. Certains atomes. Ben alors, mademoiselle rectifiée? Alors ça m'étonnerait. D'accord, je vous écoute. On est d'accord. Alors, certains atomes ne peuvent pas former d'ion. Certains atomes ne peuvent pas former d'ion. Pour obéir à la... Enfin, point. Pour obéir à la règle de l'octet, donc certains atomes ne peuvent pas former d'ion. Fin de la phrase, donc vous mettez un point, puis ensuite on démarre un autre. Pour obéir à la règle de l'octet, ils vont former, je le mets là, des liaisons covalentes. Voilà, je le mets au tableau. Pour obéir à la règle de l'octet, ils vont former des liaisons covalentes en mettant en commun en mettant en commun un de leurs électrons célibataires, en mettant en commun un de leurs électrons célibataires en mettant en commun un de leurs électrons célibataires avec un électron célibataire en mettant en commun un de leurs électrons célibataires avec un électron célibataire d'un autre atome, en mettant en commun un électron célibataire avec un électron célibataire d'un autre atome, pour former un doublet électronique avec un électron célibataire d'un autre atome, pour former un doublet électronique qui appartiendra, pour former un doublet électronique qui appartiendra aux deux atomes. Pour former un doublet électronique qui appartiendra aux deux atomes. Oui. Si, voilà. Alors après, derrière, vous avez des objets, je ne sais pas trop comment dire, qui font un espèce de mixte. C'est-à-dire qu'ils font certaines liaisons covalentes et puis qui récupèrent des électrons aussi. C'est ce qu'on va appeler des molécules ioniques. Parce qu'il y a des liaisons covalentes comme dans les molécules et il y a des captures ou de pertes d'ions
comme dans les ions. Pardon, les captures ou pertes d'électrons comme dans les ions. Mais par contre, nous, dans notre programme de cette année, on s'arrêtera aux ions formés d'un seul atome, comme on a fait dans le paragraphe précédent, et aux molécules qui fonctionnent qu'avec des liaisons covalentes. Donc tout ce qui est ion sulfate, SO4-, ion nitrate, NO3-, tout ça, ce ne sera pas notre programme d'études. Oui. Oui. Alors, l'idée, c'est que pour qu'ils arrivent à se détacher, il faudrait qu'il y ait un des deux atomes qui pique l'électron de l'autre. On reviendra au système d'ion. Et ce qui fait que ça ne se fait pas, c'est que les deux atomes en question ont des forces à peu près identiques. Pour arriver à récupérer un électron, il faut être plus fort que l'autre, parce qu'on va lui arracher son électron. Et quand vous avez deux atomes comme ça qui ont des forces, alors le carbone est un peu plus fort que l'hydrogène, mais pas assez pour lui piquer complètement son électron. Et donc c'est pour ça que ça reste attaché. Et donc pour terminer avec la question de M. Roux tout à l'heure, avec cette configuration-là, les électrons vont bien tourner autour du noyau du carbone, mais par contre, ils arrêtent de tourner ici. Parce que c'est des doublés, donc ils vont être obligés de rester entre l'hydrogène et le carbone. Donc tout ça, ça va tourner, mais c'est les hydrogènes qui vont tourner autour du carbone. Et vous avez des atomes où les liaisons sont faites de telle manière que c'est fini, ça ne peut plus tourner. Alors ça ne veut pas dire que ça reste immobile, mais ça ne peut plus faire des tours aussi simplement qu'avant. Monsieur Roux? Oui. Ah. Oui, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Pardon? Justement, c'est ce que je vous disais. Dans certains cas, on ne peut plus tourner. On ne reste pas immobile. On continue à bouger, mais dans une certaine zone. Et puis, n'oubliez pas ce que je vous ai dit aussi, c'est que le modèle que je vous présente, c'est le modèle de M. Bohr. Il a un peu plus d'un siècle. Maintenant, on sait que ce modèle, il est en partie faux. Il y a des choses qui sont encore justes, cette histoire de doublé, cette histoire de rotation, mais on sait que ça ne tourne pas de manière aussi simpliste que ce que je vous dis. Ce n'est pas des rotations autour du noyau dans un parfait cercle, c'est plus compliqué que ça. Donc, voilà, là ça marche bien. L'explication dans le cadre des molécules, par exemple du dioxygène qu'on va voir tout à l'heure, forcément le modèle ici est un peu moins précis. Mais je vous ai dit que ce modèle-là, il marchait en gros à 95%. Mais s'il marche à 95%, ça veut dire qu'il y a quand même 5% d'erreur. Enfin, 5% d'imprécision. Ce sera plus juste. D'autres questions? Deuxième définition. Donc là, ça. Une molécule est un ensemble d'atomes. Une molécule est un ensemble d'atomes reliés par des liaisons covalentes, est un ensemble d'atomes reliés par des liaisons covalentes, est un ensemble d'atomes reliés par des liaisons covalentes, de manière reliés par des liaisons covalentes, de manière à ce que chaque atome, obéisse à la règle de l'octet. De manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet. Obéissent à la règle de l'octet. Donc quand vous avez dessiné votre molécule, il ne doit plus y avoir que des doublés. Si vous avez un électron célibataire, c'est qu'il y a un des atomes qui n'obéit pas à la règle de l'octet, c'est que ce n'est pas encore une molécule. Oui? L'électron qui reste célibataire, il tourne autour de son noyau, systématiquement. Lui, quelque part, il garde son mouvement initial. Mais normalement, ça ne doit pas arriver. Sur une molécule, chacun obéit à la règle de l'octet. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si je suis comme ça, alors, ça, c'est pas une molécule.
Parce que j'ai bien 3 atomes d'hydrogène qui obéissent à la règle de l'octet, mais l'atome de carbone, il lui manque encore un électron. Donc tant qu'il n'a pas son 4e hydrogène, je ne forme pas de molécule. Vous me dessinez ma molécule de méthane? Oui. Si, on va le voir juste après. Non, pas spécialement. Ça dépend de la manière dont vous les reliez. Alors, avant de continuer sur mes différents types de molécules et quelque part illustrer un petit peu ce que disait votre camarade, une première chose, quels sont les atomes qui peuvent faire des liaisons covalentes et donc des molécules, et quels sont les atomes qui ne peuvent pas. Donc, première chose, mais je vous ferai noter ça en propriété après, bien avoir en tête que le fait de faire des liaisons covalentes, c'est pour obéir à la règle de l'octet. Donc, c'est pour compléter une couche périphérique. Ce qui veut dire que... Oui, il n'y a toujours pas de tableau périodique. Bon. On va faire ça. Ce qui veut dire que les atomes qui ont un électron, 2 électrons ou 3 électrons, je vais prendre le bore par exemple. Bore, c'est 5, 10, un nombre d'électrons qui est égal à 5. C'est-à-dire que quand je dessine l'atome de bore, j'ai mes 2 électrons sur la couche K, il me reste 3 électrons sur la couche L, donc 3 électrons célibataires. Cet atome-là ne pourra pas faire de liaison covalente, donc ne pourra pas être dans une molécule. Pourquoi il ne peut pas faire de liaison covalente? On voit bien, il a 3 électrons célibataires, donc quelque part par rapport à ma définition, je pourrais y coller 3 atomes d'hydrogène par exemple. Mais si je faisais 3 liaisons covalentes, eh bien, ça ne suffirait pas. Parce que j'aurais 6 électrons sur ma couche périphérique et pas 8. Donc en fait, l'atome de bore ne peut pas faire de molécules parce que faire des molécules ne lui permettra pas d'obéir à la règle de l'octet. Il n'y aura pas suffisamment d'électrons. Et une liaison covalente, c'est quand je donne un électron célibataire, que l'autre me donne un électron célibataire, et puis qu'on fait un doublé qui appartient aux deux. Là, ici, je ne vais pas avoir un atome qui va donner 2 électrons. Donc l'atome de bore, comme ceux qui ont 2 électrons, comme ceux qui ont un électron sur leur couche périphérique, c'est des atomes qui ne feront pas de molécules. Alors attention au type de raisonnement, on va dire, un petit peu théorique, qui consisterait à dire que l'atome de bore, on peut imaginer par exemple qu'il aille piquer un ion à un atome, pardon, piquer un électron à un atome, qui fait un 4e, et qu'ensuite il fait des liaisons covalentes. Théoriquement, l'idée se tient. On complète petit à petit. En pratique, et toujours pareil, je vous ai dit, ce que je vous explique, c'est de l'observation. En pratique, c'est des choses qu'on ne voit pas. Les atomes avec 1, 2 et 3 électrons, ils font des ions, ils se laissent prendre leurs électrons, mais ils ne font pas de molécules. Qui est-ce qui va faire des molécules du coup? Bien sûr, les atomes de carbone et puis tous ceux qui ont 4 électrons sur leur couche périphérique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais aussi des atomes comme l'hydrogène, dont on a vu qu'ils pouvaient très bien faire un ion. Des atomes comme l'hydrogène qui ont besoin d'un électron pour compléter leur couche périphérique. Mais des atomes aussi comme l'azote, le carbone, l'azote, l'oxygène.
qui sont des atomes avec des couches périphériques incomplètes et qui ont besoin de prendre des électrons. Parce que, je vous l'ai dit, puis je l'ai rappelé tout à l'heure pour les ions, pour prendre des électrons, il faut vraiment être plus fort que l'autre. On peut imaginer que l'atome d'oxygène partage des électrons en liaison covalente avec un autre atome, mais pour lequel il n'est pas suffisamment fort pour lui piquer des électrons. Ça, vous connaissez. C'est la molécule d'eau. C'est quoi le symbole de la molécule d'eau? Ouais, tout le monde connaît H2. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Voilà. Il y a un atome d'oxygène avec ses 2 électrons sur la couche K, ses 6 électrons sur la couche L. Vous vous rappelez, 6 électrons, c'est les 4 premiers célibataires. Les 2 suivants qui forment des doublés. L'atome d'oxygène, on l'a vu, hein, ça fait l'ion O2-. L'atome d'oxygène, lui manque 2 électrons. Je peux coller ici un hydrogène. Je peux coller ici un deuxième hydrogène, en mettant dans le flacon où j'ai de l'oxygène, en mettant de l'hydrogène, et j'obtiens une molécule constituée d'un atome d'oxygène et de 2 hydrogènes. Bref, j'obtiens la molécule d'eau. Donc l'atome d'oxygène, contrairement au carbone, lui, il aura 2 possibilités en fonction de avec qui je le mets dans le flacon. Il peut faire des molécules si je le mets en contact avec des atomes qui sont quand même suffisamment forts pour lui résister, ou il peut faire des ions si je le mets en contact avec des atomes qui ne sont pas suffisamment forts pour lui résister. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Lui, l'atome qui a déjà ses 8 électrons sur la couche périphérique, il ne fait rien, puisqu'il obéit déjà à la règle de l'octet. Donc comme ça, on a une série de 7 atomes, hein, qu'on verra vendredi. On a une série de 7 atomes qui n'auront pas besoin de faire quoi? On le verra peut-être demain. Ça va être un peu limite. Mais une série de 7 atomes qui obéissent déjà à la règle de l'octet. Donc de toute manière, ils ne feront pas de molécules, ils ne feront pas d'ions, ils vont rester comme ça. Bon, enfin, 7 atomes sur les 118, ça fait quand même pas beaucoup. Oui? Alors, si votre question c'est, si je suis dans un exercice, moi je sais comment. Alors ça, je vous le dirai dans l'énoncé. C'est-à-dire que je vous dirai que l'atome d'oxygène, je veux l'étudier en tant que personne qui fait des molécules. Pas en tant que personne, en tant qu'atome qui fait des molécules. Ou je vous demanderai quel ion peut former l'atome d'oxygène. Auquel cas, dans ma question, sera clair. Ce sera soit pour faire une molécule, soit pour faire un ion. Après, dans la nature, tout simplement, c'est ce que je vous disais, on a fait des expériences. Et on a classé alors pas les 118 atomes, parce qu'il y en a une vingtaine qui sont, qu'on a fabriqués de manière artificielle. Donc ceux-là, on ne les trouve pas à l'état naturel en suffisamment grande quantité. Mais on a classé les atomes, on leur a donné une force, qu'on appelle l'électronégativité. Et ensuite, on a regardé combien de différences de force il faut entre 2 atomes pour savoir s'ils font un ion ou pour savoir s'ils font une liaison covalente. Tout ça, c'est bien classé, il y a des valeurs numériques, enfin bref. Mais ça, ce sera l'année prochaine. Oui? Alors, on est bien d'accord qu'on parle de 10 électrons. Quand l'atome obéit déjà à la règle de l'octet, ça reste un atome. C'est pas une molécule. Parce qu'une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Donc une molécule, minimum, c'est 2 atomes. Donc l'atome d'argon, par exemple, le plus classique, parce que c'est celui qui est le plus présent sur Terre dans ce cas-là, puisqu'il représente à peu près un petit peu plus d'1% de la composition du gaz atmosphérique. Donc cet atome d'argon, il a ses 8 électrons sur la couche périphérique, il reste à l'état d'atome. Tout autour de nous, là, il y a des milliards de milliards d'atomes d'argon. C'est des atomes. Parce qu'ils ne gagnent pas d'électrons, ils n'en perdent pas, ils ne font pas de liaison covalente. Donc ils restent atomes, tout simplement. On là-dedans, par exemple, aussi. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions? Donc, on met ça en propriété. Donc vous notez que les atomes qui ont 1, 2 ou 3 électrons, les atomes qui ont 1, 2 ou 3 électrons sur leur couche périphérique, 1, 2
ou 3 électrons sur leur couche périphérique ne formeront pas de liaison covalente. 1, 2 ou 3 électrons sur leur couche périphérique ne formeront pas de liaison covalente. Les autres atomes pourront former autant de liaisons covalentes, les autres atomes, donc ceux qui ont 4, 5, 6, 7 et 8 électrons, pourront former autant de liaisons covalentes qu'ils ont d'électrons, qu'ils ont d'électrons célibataires, autant de liaisons covalentes qu'ils ont d'électrons célibataires sur leur couche périphérique. Qu'ils ont d'électrons célibataires sur leur couche périphérique. Voilà pour la faisabilité. Dernière chose, ça, les noms que vous connaissez, bref, comment on symbolise une molécule. Donc, définition suivante. C'est bon? Une question? Mademoiselle Jackson? Et c'est bon, vous êtes retrouvés? Donc, définition suivante. Comme c'est pour former un symbole, je mets plutôt dans les définitions. Là, la précédente, c'était une propriété, mais là, je le mets plutôt dans la définition. Le symbole d'une molécule. Alors, je vous arrête un petit peu. J'ai tendance à utiliser ce mot-là. Est-ce que ça, vous le connaissez? Bon, d'accord, très bien. Donc, le symbole d'une molécule est obtenu en juxtaposant les symboles Oui, monsieur Sen? Juxtaposer, ça veut dire mettre côte à côte. Hein? Ou mettre les uns au-dessus des autres aussi. Quand vous rangez vos t-shirts, vous les juxtaposez. Quand vous rangez vos bouquins, vous les juxtaposez aussi. D'accord sur l'idée? Donc, en juxtaposant les symboles des noms des atomes, donc est obtenu, en juxtaposant les symboles des noms des atomes qui la composent. Est obtenu en juxtaposant les symboles du nom des atomes qui la composent, en ajoutant en bas et à droite. De chaque symbole, le nombre d'atomes, en ajoutant en bas et à droite de chaque symbole, le nombre d'atomes de cette sorte, présent dans la molécule. Alors, je prends un petit peu ma démonstration à l'envers. Tout à l'heure, quand on a parlé de la molécule d'eau, H2O, et que je vous ai demandé quels sont les atomes présents, vous m'avez bien dit qu'il y avait 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.
Pourquoi? Eh bien parce que dans ma molécule d'eau, j'ai l'oxygène et l'hydrogène. Donc je juxtapose les symboles de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc l'hydrogène c'est H, l'oxygène c'est O. Et je mets en bas et à droite de chaque symbole le nombre d'atomes présents dans la molécule. J'ai 2 hydrogènes et 1 oxygène. Le symbole rigoureux de la molécule d'eau, c'est H2O1. Après, en chimie, on a pris l'habitude, mais on l'a vu avec les ions, on a pris l'habitude de ne pas écrire le chiffre 1. Parce qu'on part du principe que quand on met un symbole, il y a au moins un atome. S'il y en a plus qu'un, on le rajoute, mais s'il n'y en a qu'un, on ne le met pas. Et par contre, je vous l'ai dit dans la définition, on juxtapose les symboles. J'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas parlé d'ordre alphabétique ou de l'ordre inverse alphabétique, rien du tout. Ce qui fait que si certains d'entre vous, au lieu de mettre H2O, m'écrivent OH2, c'est inhabituel, mais c'est tout aussi juste. On a pris l'habitude d'écrire H2O parce que depuis tout petit au collège, on vous dit que c'est H2O, donc on écrit H2O. Mais si tout petit au collège, on vous a dit que c'est OH2, ce serait OH2, c'est tout. Il n'y a pas d'ordre dans la juxtaposition des symboles. Vous prenez celui que vous voulez. On a la même chose avec ça. Ma molécule de méthane que j'ai dessinée, il y a l'atome de carbone au centre, 4 hydrogènes, un atome de carbone, donc je n'écris pas le 1, 4 atomes d'hydrogène. Et quelque part, vous voyez que pour mon symbole d'atome, on a occupé tout l'espace disponible. Vous voyez, parce que je prends n'importe quel symbole, on va prendre l'oxygène par exemple. Là, on met le nombre de masses. Là, on met le numéro atomique. Là, on met la charge électrique. Et là, on met le nombre d'atomes présents dans la molécule. Vous voyez ? Donc les 4 côtés de mon symbole, ils sont utilisés pour mettre des valeurs numériques. Voilà. Donc on a vu déjà la première partie. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions? Alors qu'est-ce que moi, je vais vous poser comme question? Autrement dit, qu'est-ce que vous allez avoir comme exercice? C'est le même type d'application que pour les ions. C'est-à-dire que, oui, il y a aussi ce que vous avez là. C'est, je vous donne un atome, je vous demande de dessiner cet atome, et ensuite, je vous demande de me dire combien de liaisons covalentes il peut faire. Je ne cherche pas à savoir avec qui il fait des liaisons covalentes. Je veux juste savoir combien il peut en faire. D'accord sur le principe? Attention au piège. Parce que tous les ans, je mets un piège. Tous les ans, je préviens. Et tous les gens, il y a 3 quarts de la classe qui tombent dedans quand même. Le piège, c'est les atomes avec 1, 2 ou 3 électrons. Ceux-là, ils ne font pas de liaison covalente. Mais ça n'empêche pas que je pose des questions. Oui? Comment on sait, pardon? Avec la propriété que je vous ai fait noter juste avant celle-là. Un atome peut faire autant de liaisons covalentes qu'il a d'électrons célibataires sur sa couche périphérique. Donc quand je vais dessiner mon atome, je vais regarder combien il y a d'électrons célibataires. Et s'il y a 3 électrons célibataires, je dirais qu'il peut faire 3 liaisons covalentes. Si. Ah non, le même numéro atomique, non. Vous vous rappelez que le numéro atomique, c'est le nombre de protons. C'est lui qui caractérise votre atome. Alors par contre, pareil, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Donc 6 électrons, c'est le carbone, et c'est que du carbone, c'est pas possible autrement. Par contre, là où il peut y avoir des variantes, et on l'a vu, mais je ne vous l'ai pas encore clairement dit, c'est le nombre de neutrons. Dans les atomes que je vous ai fait travailler, le carbone, parfois je mettais carbone 12, parfois je mets carbone 14. C'est toujours 6 protons, c'est toujours 6 électrons, mais le nombre de neutrons, c'est pas le même. Oui? Oui, c'est ça. Ouais. Mais nous, ce sera, de manière indirectement, ce sera toujours un nombre maximum, puisque je ne peux pas faire autre chose que rajouter des électrons jusqu'à ce que la règle de l'octet soit obéie, puisque je ne mélange pas les ions et les molécules. Donc, de toute manière, mon atome ira toujours au nombre maximum de liaisons covalentes. L'oxygène doit faire de liaisons covalentes. Alors, justement, pour les molécules ioniques, j'ai un mix entre les deux. Vous avez par exemple, si je prends ce truc-là, vous avez l'ion vraiment classique qui est OH-.
C'est donc une liaison covalente oxygène-hydrogène. Et une fois que j'ai fait ça, je me comporte comme un ion, je pique l'électron qui manque. J'ai un truc comme ça. Et j'ai piqué cet électron, je ne sais pas moi, un atome de sodium qui passait par là. Comme on verra vendredi. Donc, mais ça, c'est pas dans notre programme. Je ne vous demanderai pas ça en contrôle. Oui. Oui. Voilà, 1, 2, 3 ou 4. En faisant attention que dans la propriété que je vous ai fait noter, j'ai triché un petit peu, puisque je vous ai dit qu'il y a les atomes qui ont 1, 2 et 3 électrons, ça ne peut pas faire des molécules, et les autres peuvent faire autant de liaisons covalentes qu'ils ont des électrons célibataires. J'ai inclus dans ma définition, quand je dis les autres, ceux qui ont déjà 8 électrons. Mais eux, le problème de la liaison covalente ne se pose pas, puisque je vous dis, on fait autant de liaisons covalentes qu'il y a d'électrons célibataires. Et ceux qui ont déjà les 8 électrons, c'est 4 doublés. Donc il n'y a pas d'électrons célibataires, donc il n'y a pas de liaison covalente. Alors après, je vous rappelle qu'en laboratoire, on peut faire ce qu'on veut. L'atome d'argon qui est parfaitement neutre, là actuellement au commissariat à l'énergie atomique, là, le CEA, dans leur centre de recherche, ils le font réagir. Mais ils trichent. Ils enlèvent un électron, comme ça, sur la couche périphérique, il y en a plus de 7, et hop, ils le remettent en faisant une liaison covalente avec un autre atome. Mais ça, c'est pas vrai dans la nature. Avec mes appareils de laboratoire, je bricole des trucs. Et là, on peut imaginer n'importe quoi. D'autres questions là-dessus? Eh bien, application. Mademoiselle Étifier, je suis sûr que ça doit être très intéressant. Alors, j'ai beaucoup de mal à penser que ça puisse être plus intéressant que la chimie, mais après, c'est tout à fait personnel. Mais par contre, j'aimerais que vous soyez attentifs. Allons-y. On étudie l'atome de chlore. On étudie l'atome de chlore. Donc, je vous ai mis le symbole ici. Donc, Cl 1735. Le L parce que je parle du chlore. Donc, on étudie l'atome de chlore, Cl 1735. Première question, donner la composition de cet atome. Donc ça, c'est la question traditionnelle, nombre de protons, nombre d'électrons, nombre de neutrons. Donner la composition de cet atome. Deuxième question, représenter la structure électronique de cet atome. Représenter la structure électronique de cet atome. C'est une manière compliquée de vous demander de dessiner l'atome. Il n'y aurait que moi, je vous dirais dessiner l'atome. Mais bon, il faut bien connaître le vocabulaire, pour ceux d'entre vous qui font la physique, après. Donc, représenter la structure électronique de l'atome. Donc, faites le dessin. Et enfin, troisièmement, combien de liaisons covalentes cet atome peut-il faire? Combien de liaisons covalentes cet atome peut-il faire? Voilà, sur le fond, enfin, il y aura d'autres questions qui viendront avec les choses qu'on va faire après. Mais je ne vous demanderai pas plus que ça en contrôle.
Non. Très bien. Allez, continuez. Autant là, je suis d'accord. Autant je vais frapper. Autant dire de protéines de l'équipe, que je vais avoir autant de parties que ça. Non. Le nombre de neutrons. Vous savez quand on fait un modèle. Pour ça, c'est bien. On va voir. Ça va dépendre en fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ça va dépendre de c'est-à-dire que selon ce là, forcément, que ce soit un molécule, il faut que deux atomes vont chaque atome. Donc, deux qui sont ensemble. Donc, ce qui va choisir la méthode, c'est avec qui je fais la rencontre. Et si par exemple, je la rencontre avec un atome de sodium, je vais venir un atome parce que le sodium demande 4 atomes. Si je rencontre un atome d'hydrogène, je vais venir une molécule, parce que l'atome d'hydrogène est quand même suffisamment grand. Ok, ça va. Oui. Alors attention, je ne mettrai pas le nombre en bas à droite parce que je n'écris le symbole que des molécules. Donc pour écrire le symbole de molécule, il faut que je dise avec qui. Et je termine parce que ça correspond à votre question, je peux très bien avoir un atome qui soit relié à plusieurs atomes de chlore. Lui, l'atome de chlore est relié par un seul atome. Imaginez que votre atome, il ait 3 électrons célibataires. Il va faire 3 liaisons covalentes avec 3 atomes de chlore. Allez, je corrige. La première question, j'ai un nombre de masse qui vaut 35, un numéro atomique qui vaut 17, ce qui veut dire un nombre de protons qui est égal à 17, un nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons, 17 aussi, et un nombre de neutrons qui est égal à A moins Z, 35 moins 17, ça fait 18. Donc là, dans ma question donnée la composition de l'atome, je donne la composition de l'atome, quel que soit ce que je vais faire après. Dans ma deuxième question, la structure électronique, donc le dessin, je m'intéresse aux électrons, pour ça qu'il y a structure électronique. J'ai 17 électrons. Dans 17 électrons, on sait qu'on va avoir 2 électrons sur la couche K. Il m'en reste encore 15, donc c'est clair que ma couche L va être complète. Donc avec ces 4 électrons célibataires et puis les 4 suivants qui viennent faire des doublés, j'ai déjà 10 électrons, je vais en mettre 17, il m'en reste 7. Donc les 4 premiers célibataires, j'en ai encore 3 à mettre. J'ai cette structure électronique-là. Très bien, monsieur Wade. Voilà. Vous êtes prêts pour le contrôle. Enfin, en tout cas, pour cette partie. Donc, clairement, il me manque un électron pour avoir 8 électrons sur la couche périphérique. Et donc, il faut qu'il fasse une liaison covalente. Attention, il faut bien faire attention à la question.
il peut très bien faire un ion Cl-. Mais moi, ma question, c'est combien de liaisons covalentes il peut faire. Pour obéir à la règle de l'octet, l'atome de chlore doit faire une liaison covalente. Oui. Alors, je réponds à la question de votre camarade, c'est là. La liaison covalente, c'est de dire qu'ici, il manque un électron. Et donc, s'il manque un électron, je vais pouvoir faire une liaison covalente. Une liaison covalente par électron célibataire, c'est-à-dire que l'atome de chlore va aller se rattacher à un deuxième atome qui lui aussi a un électron célibataire. D'accord? Monsieur Martineau? Ouais, c'est ça. Donc, Monsieur Martineau, vous aviez une question? Non, ça peut faire un ion Cl-, parce qu'ici, il manque qu'un seul électron. Donc, il va gagner un électron, mais il va en gagner qu'un seul. Donc, comme il va gagner une charge négative, ça fait Cl-. Ah non, s'il gagne un électron, c'est pour qu'il vienne ici, pour compléter le doublet. Non, un Cl-. Votre question, monsieur Ouaro? Ah, alors, c'est ce que j'allais dire juste après. Vous mettez la phrase que vous voulez. Mais je veux deux choses. C'est règle de l'octet, parce que ça veut dire pourquoi, et c'est une liaison covalente. Oui. Après, vous mettez la phrase que vous voulez. Donc, pour répondre à votre question, oui, il faut l'écrire.